sur TPT+. Place Journal. Vous avez le droit à l'information et nous le devoir de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la chaîne panafricaine des diasporas. Ouvrant ce téléjournal par ce constat, le complexe sportif de Pointe-Noire est depuis quelques temps dans un état insalubre et à l'orée des compétitions qu'il va abriter, notamment le championnat national Ligue 1. Comment cela va-t-il se passer? Nos reporters Prince Charlie Chikaya et Merioska Bakotana nous font l'état de lieu du seul stade de la capitale économique. Suivez. Alors que le lancement du championnat national a été annoncé par l'instance dirigeante du football congolais, notamment la FECOFOOT pour le 11 décembre prochain, le stade municipal de Pointe-Noire présente jusqu'à ce jour un visage inquiétant. Tenez, comment comprendre qu'à l'orée du championnat national, ce complexe sportif se trouve encore dans un état d'insalubrité d'un autre âge? Les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes sans ignorer qu'il y a de cela quelques jours que l'instance dirigeante du football africain a sanctionné le stade Alphonse Massama Deba de Brazzaville pour non-conformité aux normes des stades actuels FIFA, même si celui-ci n'est pas qualifié pour les rencontres internationales. Cette sanction devrait tout de même nous interpeller pour que les conditions de compétition sportive, soient-elles nationales, deviennent quelque peu acceptables. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions de charme politiciens. L'on construit son lendemain et nous irons de réhabilitation en réhabilitation. Hélas. Quittons donc l'état insalubre du stade du complexe sportif de Pointe-Noire pour parler de l'opération Coup de poing. Nous avons eu à réaliser un micro-trottoir au lendemain du lancement de l'opération justement Coup de poing Covid-19 à Pointe-Noire par le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso pour jauger comment est-ce que les Ponténégrins ont accueilli ces nouvelles mesures gouvernementales quelque peu coercitives pour les épargner. Les Congolais, pour épargner les Congolais, j'allais dire, de cette pandémie. Des propos recueillis pour vous par Florida Goma. L'État a raison parce que tout le monde doit se faire vacciner. Mais en se faisant vacciner, il faudrait aussi qu'il y ait un code. Chaque travail doit avoir une façon de faire et une analyse approfondie. Sans analyse, il n'y a rien. Il faut voir. Est-ce que quand l'État a lancé l'opération Coup de poing, il a prévu des docteurs qui doivent regarder ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas prendre et ceux qui peuvent prendre ce vaccin? Parce que ce vaccin-là a aussi de ce qu'on appelle des faits nocifs là-dedans. Donc pour cela, des effets indésirables. Donc l'État va d'abord mettre, en position les médecins qui doivent déceler les maladies des gens. Et alors, quand on fait ça, quand ils décèlent les maladies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait les épargner. En les épargnant, on fait quoi? Il y a un certificat que l'on donne, qui ne leur donne pas, droit de pouvoir supporter ce vaccin. Est-ce qu'on a vu ça? Sinon, tout le monde doit être vacciné, ce n'est pas une mauvaise affaire. C'est pour éviter la maladie chez nous. Mais il faut prévoir tout ce qu'on appelle des impasses, des choses nocives. Tu vois? Parce que sinon, au lieu que le vaccin nous soigne, mais le vaccin va nous tuer de plus belle.
Parce que lorsque le vaccin rencontre une maladie, les comorbidités. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'inflammation. Puis il y a des morts d'hommes. Voilà. Là, on va accuser, c'est le vaccin qui est mal, or que c'est notre façon de faire qui est très mal. Et jamais qu'un malade ne peut connaître sa maladie. Il n'y a que le docteur qui connaît. Puisque c'est le docteur qui doit dire au malade que tu souffres de tel mot ou de tel mal. Vous voyez? Jamais. Comment, depuis quand tu as entendu, toi, dire qu'un homme malade va se dire que moi je souffre, et la maladie des yeux, et la maladie des dents, et la maladie... Il ne peut pas, telle que la maladie que vous venez de citer là. C'est une maladie qui se démarque difficilement. Le diabète. Difficilement. Mais ils vont mourir beaucoup. Ils vont mourir. Parce que tu vas à l'hôpital, tu t'en vas prendre, veut dire la chose qu'on appelle le vaccin. Non, dans ce qu'on appelle l'idiotie, le vaccin, sans se connaître que moi je suis malade, mais tu vas mourir. Tu vois. Donc il faudrait d'abord que le docteur regarde bien de fond en comble celui que nous allons vacciner. Voilà. Celui que nous allons vacciner, avant de le vacciner, au lieu de lui poser la question, tu souffres de quoi? Lui, il connaît quoi? Il ne connaît pas. Lui, il n'est pas docteur, il n'est pas médecin. Et puis, demain matin, quand il va se trouver devant la police, tels que les policiers que nous connaissons là, nous les connaissons tous là. Et ils vont trouver de ça un gagne-pain. Hein? Ils vont trouver de ça un gagne-pain. Comment? Parce que, oui, lorsque tu ne vas pas lui présenter un papier, lui, il va dire, celui-là s'est échappé. Ça se rendre compte, même si tu dis que j'étais malade, il ne te comprendra pas. Il ne va pas te comprendre parce que ça, pour lui, maintenant, c'est devenu un gagne-pain. Quand tu vas lui dire, papa, non, je suis enceinte. Je suis enceinte, il ne te comprend pas. Hein? Ce qu'on envoie dans les frontières là, ils ne savent rien, ils ne savent pas ça. Lui, c'est son arme qu'il connaît. Lui, c'est la mission qu'il connaît. C'est tout. Mais le docteur doit faire son travail. Tu es malade, tu n'as pas la possibilité de prendre le vaccin, on t'épargne en te donnant un papier que lui là, il n'a pas le droit de recevoir cette dose de médicaments. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut épargner les gens. C'est ça qu'on appelle faire l'examen de conscience. Et puis conscientiser d'abord les gens aussi. Voilà, la conscientisation des gens doivent provenir des médecins qui sont là. Un homme qu'on a dit, tu ne vaccines pas, quand il va dire devant la police qu'on m'a épargné, la police ne va pas comprendre parce que la police aussi de ça, c'est son gagne-pain. Ou tu payes de l'argent, ou c'est la bagarre qui va s'instaurer là. Voilà ce qui va se faire. Donc il faudrait que les médecins fassent leur travail. Non, à ce sujet, ils ont raison. Lorsque les gens se font vacciner, ils n'ont pas de carte après que des promesses. Comment seront-ils les vaccinés et les non vaccinés? Je suis d'accord pour la vaccination. Tant pis pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Sauf que depuis la semaine passée, j'ai pu avoir mon vaccin, appelé ma ligne de Johnson & Johnson. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de passe sanitaire. Je ne sais pas comment ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de prendre le vaccin là-bas, mais il n'y a pas de passe sanitaire. On nous remet juste les photocopies. Et comment on va circuler? Est-ce que les photocopies là, vous allez vous compliquer? C'est ça le problème. C'est ça qui vraiment me cœur. Sinon le vaccin, nous on prend le vaccin, nous sommes dans le marché, on est vacciné. Moi tel que je ne dis pas, je suis vacciné, mais sauf que je n'ai pas le passe sanitaire. Si c'est le cas, vous le marché. Sur ça, je n'ai pas de commentaire à faire parce que l'État est mieux placé à répondre à cette question. Je me désiste de répondre à cette question. Parce que cette question relève les compétences de l'État. C'est obligatoire que tu sois vacciné parce que malade qui n'a pas là. Peut-être qu'on a respecté le vaccin. Mais vraiment mal à l'aise. On nous oblige la vaccination, monsieur, dans les bus mal à l'aise. Ne court-il pas un grand danger alors qu'ils sont nombreux dedans? Mal à l'aise. Malade qui n'a pas de parce que tu vas être traqué. Papier, ça fait, tu vas t'arriver à faire, tu vas mettre jusqu'à 3 personnes. Les 3 personnes, on reprend dans le chauffeur. Le taxi et bus transportent 3 personnes. Cela ne rend pas service au chauffeur. Bus mal à l'aise, les mesures ne sont pas respectées.
vaccin. Il dit que va voter mettre un bus avec 150, va voter le mettre un bus avec 4 personnes. Nous qui vendons au marché, nous avons accepté de nous faire vacciner. Qu'ils nous remettent les bus à 150 et le nombre de places comme dans le passé. Que les autorités passent d'abord à la télé, qu'ils nous montrent comment ils se font vacciner. Nous nous faisons vacciner pour se protéger ou bien pour toujours tomber malade. Les diabétiques ne se font pas vacciner. Les femmes enceintes, telles que moi je suis enceinte, lorsqu'on se rend à l'hôpital, on nous demande le pass Covid. Peut-être que j'ai une glycémie en surplus, mais comment je n'ai pas fait des examens, comment savoir? Faites-nous des examens avant. La maladie existe. Allons nous faire vacciner. Tout le monde n'a pas le même organisme. Parce qu'il y a d'autres qu'on interdit de fumer après l'injection. Mais moi, j'ai fumé après pendant toute la journée. Je vous déconseille de faire comme moi. Dans le même sillage, à vrai dire, l'homme observe des contradictions, des incompréhensions, des controverses, même entre experts de santé, de l'intox et de l'infox autour des vaccins anti-Covid-19 propres à alimenter la confusion qui semble être à l'origine des réticences des populations à se faire vacciner à travers le monde. Vaccin anti-Covid-19, quelle communication pour dissiper la confusion? C'est l'objet de ce reportage observation de notre reporter Chivongo. Oui, depuis la maladie elle-même jusqu'au vaccin, les différentes communications autour alimentent une telle confusion que les populations à travers le monde ne savent pas, à vrai dire, à quel sens se vouer. Tenez, il ne se passe pas un jour sans une communication, surtout sur les réseaux sociaux, qui crée la confusion et fasse l'objet de contradictions entre les experts de santé eux-mêmes, entre les politiques et même entre les populations victimes ou pas, au travers des témoignages par rapport aux différents vaccins. Le citoyen lambda, profane sur quoi, devant toutes ces informations confuses, que fera-t-il alors? Les vaccins anti-Covid-19, seul rempart efficace jusqu'ici pour se prémunir du Covid-19, ont-ils des effets secondaires parfois irréparables, oui ou non? Pour Jérémy Lissouba, un des jeunes parlementaires congolais, il faut un minimum d'honnêteté et de responsabilité dans les communications officielles. Vaccin Covid-19, en vue de lever la confusion qui a gagné les populations de par le monde, au point de créer pour rien une réticence à la vaccination. L'honorable Jérémy Lissouba n'est pas passé par le dos de la cuillère pour signifier ce bémol en pleine session parlementaire. Mais il y a des dangers réels. Le vaccin peut protéger, mais il peut aussi avoir d'autres conséquences. Et moi, personnellement, je préfère dire à mes mandants ou à toute personne à qui je conseillerais d'aller se faire vacciner, bon, il y a tel risque, mais voilà ce que vous pouvez faire pour vous en prémunir. Au cas où il y a une complication, voilà où vous devez aller. Voilà les signes avant-coureurs d'une complication. Si vous sentez ces signes-là, allez à tel endroit. Effectivement, le vaccin n'est pas une garantie, n'est pas à 100% garantie. Mais nous devons justement mitiger les risques, infimes soient-ils. Donc c'est vraiment ça, et je pense que d'autres interventions de mes prédécesseurs ont insisté là-dessus. C'est plus une question, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de risque, ou de dire que les risques doivent être dissuasifs. Non, c'est de dire que déjà comprendre que non, les risques ne sont pas aussi importants que vous le croyez. Parce que nombreux
sur les réseaux sociaux, on donne l'impression que les risques sont sur 20, 30, 40, 50% des cas. Non. Par exemple, le risque de thrombose affecte, je crois, 4 ou 5 cas sur des millions. Donc c'est vraiment des risques infimes, et les gens doivent comprendre cela. On ne peut pas leur dire non, tout va bien, il n'y a aucun risque, vous inquiétez pas, faites-vous vacciner seulement. Parce que ce serait irresponsable de le faire. Ce serait irresponsable si demain, on va dire à un certain nombre de personnes, allez vous faire vacciner, et que parmi ces personnes, Dieu nous en garde, parmi ces personnes, il y a une complication. Et derrière, oui, la question a été posée, qui sera responsable? Parce que les gens ne sont pas dupes, dans le président, messieurs les ministres. Il y a par exemple des entreprises dans notre pays qui imposent l'obligation vaccinale, mais qui font signer alors aux personnes, à leurs employés, une décharge contre tout effet secondaire, qui les décharge de la responsabilité par rapport à tout effet négatif qui pourrait être occasionné à la suite du vaccin. Donc quand quelqu'un regarde cela, c'est normal cette personne se pose des questions. Donc j'insiste et je chute par là, Honorable Président, pour dire que ne prenons pas ces risques, ces inquiétudes à la légère, ne prenons pas les gens non plus pour des dupes. Je pense que les Congolais sont capables de comprendre que non, les risques en réalité ne sont pas aussi importants que vous ne le pensez. Il y en a. Si vous avez des inquiétudes, voilà ce qu'il faut faire, mais contrairement, le vaccin est une meilleure solution que de ne pas se faire vacciner. Je pense qu'avec ce niveau d'honnêteté, nous aussi nous serons plus responsables. À la vérité, ce n'est pas, et ce ne serait pas la menace qui règle une question vitale, mais une communication vivante, juste, responsable, objective et équilibrée, soit-elle sur un vaccin tel qu'il soit. Car, quel que soit ce qui peut arriver dans la vie, considérez toujours 3 choses indispensables. 1. La façon de communiquer. 2. Le moment de communiquer. 3. Le lieu de communiquer. Le succès d'une action efficace en dépend. Parlons à présent de la journée mondiale de la télévision. La télévision est la plus grande source de consommation vidéo. Elle est également le premier moyen de communication et de diffusion normale de l'information de masse. C'est à ce titre que les Nations Unies, en 1996, ont institué le 21 novembre comme étant la journée mondiale de la télévision. Une journée qui vise à mettre en lumière l'importance et le rôle que joue la télévision dans la diffusion de l'information et des différentes connaissances. Plus de détails dans ce récit que nous vous proposons de suivre. Le 21 novembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la télévision afin de souligner l'importance de ce premier outil de communication et de passage de l'information de masse dans notre vie quotidienne. Il s'agit d'une célébration non pas de l'outil lui-même, mais plutôt du symbole que représente cet outil, la télévision, d'un point de vue informationnel, éducatif et distractif, symbole de la communication et de la mondialisation dans le monde contemporain. Du petit poste téléviseur noir et blanc que seules les familles les plus aisées pouvaient se permettre d'acheter, jusqu'aux plateformes de streaming, notre petit écran de télévision a bien changé depuis la première apparition du terme télévision en 1900. C'est depuis novembre 1962 que le Congo, notre pays, s'est doté d'une chaîne de télévision. Il fut donc le premier pays subsaharien à jouir de ce privilège. Fort hélas, semble être le dernier en termes d'arsenal et de contenu télévisuel. La télévision joue donc un véritable rôle dans notre société en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance et constitue par ailleurs un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Étant donné que les informations du monde entier sont aujourd'hui disponibles en un seul clic via les téléphones portables, les tablettes et autres ordinateurs portables, d'aucuns osent penser que la télévision ne joue plus du tout son rôle déterminant dans le temps. En outre, les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. Selon les récentes données de l'ONU, en 2019, il y a au total 1,7 milliard de foyers de télévision payants dans le monde, contre 1,67 milliard en 2018. Selon les mêmes données, d'ici à 2023, il y aura environ 1,64 milliard de télévisions dans le monde. La journée mondiale de la télévision vise en effet à sensibiliser les gens au pouvoir de la télévision et à son rôle dans la formation de l'opinion publique et l'influence de la politique mondiale. Au regard de ce qui précède, l'on pourrait croire que la télévision n'aurait que des effets positifs sur la société. Non.
Il n'en demeure pas moins que la télévision est un facteur contribuant à l'augmentation de l'obésité, à la fois par l'inactivité physique qu'elle entraîne chez les téléspectateurs, mais également au travers de la publicité des différents aliments riches en sucre, surtout dans les pays industrialisés. Il faut aussi ajouter que les images violentes montrées à la télévision augmentent le niveau d'agressivité chez les téléspectateurs. Les enfants n'en parlons plus. En effet, l'habitude de voir des images violentes désensibilise le téléspectateur et lui confère le sentiment que le monde extérieur est hostile et dangereux, favorisant ainsi la reproduction de comportements agressifs. Il en est de même pour les images remplies d'insanité et de scènes ayant attrait au sexe que diffusent en boucle certaines chaînes de télévision. Cela influe énormément sur la jeunesse, quitte à en pervertir les mœurs. L'on assiste aujourd'hui à une sorte de société hybride, moitié africaine, moitié occidentale. Aux chaînes de télévision de prendre la mesure de la chose en adaptant leur programme aux habitudes et aux mœurs africaines pour éviter une acculturation totale, vu l'importance de cet outil de communication. Il sied de notifier que la journée mondiale de la télévision a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. Elle est célébrée par des écrivains, des journalistes, des acteurs et d'autres associations pour qui la télévision est une source majeure de revenus en exprimant librement leurs pensées et leurs opinions. Alors, que serait le monde sans télévision? Pire encore, que serait le monde sans journaliste? Comme chaque métier, le journaliste ou le professionnel de l'information, regardé en chien de faïence par les politiques, parfois incompris dans son rôle par le citoyen lambda, occupe pourtant une place de choix dans la société. Nous vous proposons cet éditorial de Tif Chivongo, que serait le monde sans journaliste? Suivez. Chacun est appelé à jouer un rôle dans la société mondiale que nous constituons. Et c'est justement le rôle bien joué par les uns et les autres dans leur domaine de compétences qui rend agréable la vie. Le journalisme, justement, est un des métiers dans la panoplie des métiers qui rendent agréable la vie dans tous les secteurs d'activité. Mais le rôle de ce noble métier est différemment compris des communs des mortels. Le grand public, les chefs d'entreprise, les diplomates, les scientifiques, les religieux et surtout les autorités politico-administratives et militaires, prenant les journalistes pour des adversaires ou pour des éléments gênants et dérangeants dans la société. Il y a tout de même dans ce lot une minorité qui connaît leur place et le rôle salutaire qu'ils jouent dans la société. Mais c'est finalement quoi le journalisme? Suivez attentivement s'il vous plaît. Selon Michel Voirol, un de nos ancêtres du métier, le journalisme c'est quoi de neuf? Et ce quoi de neuf, c'est tout ce que l'humanité fait de contre-loi et de contre-nature dans une société régulée justement par des lois, des règlements, des normes et procédures propres à garantir la stabilité, la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la justice, l'équité, l'égalité, la liberté, bref, le développement harmonieux d'un peuple partageant un destin commun dans un État. En effet, toutes les fois qu'une loi, civile tous azimuts ou naturelle, une norme, une procédure, n'est pas respectée dans un secteur quelconque de la vie en société, cette attitude contre loi ou contre nature intéresse le journaliste. L'on qualifie ça de trouble à l'ordre public. Si les forces de l'ordre interviennent lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, les journalistes de même interviennent dans les mêmes conditions, chacun jouant simplement son rôle. Souvent, on leur demande des autorisations avant d'eux. Non, conformément à leur métier, ils n'ont pas d'autorisation à attendre ou à prendre de qui que ce soit pour intervenir. Ils sont en effet en mission partout où ils se trouvent. Ne pas récolter l'information à l'instant où elle se présente est synonyme à la non-assistance à personne en danger. Son ordre de mission naturel, exigé du métier, au-delà des ordres de mission administratifs, c'est l'acte contre loi ou contre nature constaté. C'est répondre à son rôle naturel, ce pourquoi il existe, pourvu qu'il soit un vrai et professionnel journaliste. Et chez le journaliste, le trouble à l'ordre public est plus étendu.
il n'attend pas toujours d'être saisi, mais il se saisit par obligation du métier. Par exemple, une école qui manque de table-banc et bien plus, les élèves assis à même le sol, est un trouble à l'ordre public. Un robinet dont l'eau ne coule pas est un trouble à l'ordre public. Le délestage du courant électrique est un trouble à l'ordre public. Une canalisation bouchée est un trouble à l'ordre public. Bref, on peut multiplier les exemples. Le journaliste a un champ d'action large. Dans ce Quoi de neuf de Michel Voirol, il vient mettre sur la place publique ces différents comportements maladroits qui froissent et entament le vivre ensemble dans le seul objectif de voir ces actes être réparés et reprimés si jamais. C'est pourquoi le journaliste est appelé le miroir de la démocratie dans une société démocratique. Il œuvre à restituer la vérité dans l'objectivité, l'impartialité et de façon équilibrée. Le journaliste a le rôle d'informer le public et l'information en elle-même est un bien public dont il a droit. Compris comme ça, un journal ne devrait contenir que l'information bien publique, c'est-à-dire fait d'un contenu qui ressort des faits contre loi et contre nature. En tout cas, loin de l'information propagande qui rend indigeste un journal. Vous avez raison, chers téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et internautes, de vous emballer, de vous cabrer lorsqu'on ne vous offre que des journaux qui ne savent faire que la promotion des personnes et des biens. Demeurez exigeants jusqu'à ce que nous jouerons le rôle naturel qui nous est dévolu. Combien de citoyens savent qu'être informés est pour lui un droit, au même titre que le droit d'être éduqué. Un homme informé est un homme libre, dit-on. Mais quelle information rend libre l'informé? N'est-ce pas une information de qualité? Celle qui fait tout d'abord l'objet d'une information, s'il vous plaît. Donc contre loi et contre nature. Et qui est traitée dans les règles de l'art journalistique, en répondant aux cartésiens quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi. Une information vérifiée à la source. Hélas, les sources d'information sont systématiquement et hermétiquement fermées aux journalistes, alors que l'accès libre aux sources d'information est garanti par la loi. Donc bloquer l'information propre à faire éclater la vérité et faire jaillir la lumière est contre loi dans une société. Et par le fait même, fait l'objet d'une information. C'est au nom de cette attitude coupable que vous n'avez pas parfois les infos que vous attendez de nous. Mais ce n'est pas ici une excuse pour faire de nous des journalistes propagandistes ou griots. Le propagandiste a sa place dans un organe de presse, oui, mais pas dans la salle de rédaction, au service commercial certainement. Car l'entreprise de presse a besoin d'argent pour supporter ses charges et être véritablement indépendant, servir le public une information tout aussi indépendante. Le monde sans journaliste serait invivable, dans l'obscurité totale, l'insécurité accrue. Un monde où le plus fort serait indéfiniment au-dessus du faible, où la loi qui y régnera sera la loi de la force et non la force de la loi. Le monde sans journaliste serait constitué des républiques bananières, car le journaliste en voix des sans-voix n'a pas de place dans une république justement bananière. Les pouvoirs publics devraient composer professionnellement avec ce quatrième pouvoir en vue d'un contrepoids légitime, se servant de ce pouvoir pour bien gouverner en recadrant ce qui doit l'être le plus simplement possible et ainsi affermir un règne ou un mandat. Fait comme ça, les deux pouvoirs ne se regarderont plus en champ de faïence. Le chevalier de la plume et du micro ne serait pas menacé ni jeté en prison pour son métier ou pour une opinion. Aimer les journalistes et leur rôle républicain, c'est aimer le peuple.
Au-delà des frontières du Congo et précisément en République démocratique du Congo, dans la nuit du dimanche à lundi, les villages de Drodro et de Largou ainsi qu'un site de déplacés ont été la cible d'un assaut attribué aux miliciens de la coopérative pour le développement économique du Congo, Codeco. C'est un reportage signé Africa News. De nouvelles attaques ont frappé la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Dans la nuit de dimanche à lundi, les villages de Drodro, de Largou ainsi qu'un site de déplacés ont été la cible d'un assaut attribué aux militants de la coopérative pour le développement économique au Congo, la Codeco. Ces assaillants, qui s'en prenaient initialement à la communauté Emma, auraient incendié des abris et tué plusieurs personnes dans une attaque qui a duré plusieurs heures. Selon des sources locales, une trentaine de morts auraient été retrouvés. L'armée enregistre, elle, 12 morts parmi les civils et 9 parmi les miliciens. Après l'intervention de l'armée et de la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, un couloir d'une dizaine de kilomètres a été ouvert pour permettre aux civils de rejoindre Roé. 16 000 déplacés ont ainsi rejoint la base temporaire de la MONUSCO, escortés par les casques bleus. Lundi, 2 compagnies de casques bleus ont été envoyées dans cette zone sous tension du territoire de Djougou. La province de l'Ituri est placée sous état de siège depuis 7 mois. En France, cas contact signalé à plusieurs reprises dans la soirée. Matignon a annoncé que le Premier ministre français Jean Castex avait été testé positif au Covid-19. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères d'Euronews. Jean Castex positif au Covid-19. Le Premier ministre français a subi un test après avoir été en contact avec sa fille de 11 ans positive à la maladie. Le chef du gouvernement, accompagné de plusieurs ministres, s'était rendu lundi matin à Bruxelles où il avait rencontré son homologue belge. Jean Castex, 56 ans, qui a reçu 2 doses de vaccin au printemps, n'avait jusqu'alors jamais été testé positif. Il avait pourtant été 3 fois cas contact. En septembre 2020, lors du Tour de France, après avoir partagé la voiture du directeur de la compétition, une seconde fois à la suite d'un dîner avec Emmanuel Macron en décembre, puis en juin dernier, après que son épouse a contracté la maladie. Selon Matignon, son agenda sera aménagé ces prochains jours afin qu'il poursuive ses activités tout en étant à l'isolement pendant 10 jours. L'avenir de notre pays. Restons en France et précisément dans les départements d'outre-mer où Jean Castex, Premier ministre français, a appelé hier lundi au calme en Guadeloupe où la mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les soignants a dégénéré en violence la semaine dernière. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Jean Castex positif au Covid-19. Le Premier ministre français a... Des carcasses de voitures calcinées qui jonchent les rues et des routes parfois inaccessibles. Depuis plus d'une semaine, c'est le quotidien des habitants de Pointe-à-Pitre. La ville est en proie à des scènes de vandalisme et de pillage, le plus souvent la nuit. De nombreux jeunes sont mobilisés sur les barrages. Couvre-feu ou pas, on est dans la rue. On en a marre d'obéir aux ordres, et voilà quoi. On a l'impression d'être le déchet de la métropole. Et ça suffit. On a un ras-le-bol de tout le système qu'on veut nous imposer. Le mécontentement est profond. Il va bien au-delà de l'opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour les soignants. Il trouve ses racines dans la situation sociale et économique de la Guadeloupe. Ici, 1 jeune sur 3 est au chômage. Alors les restrictions sanitaires sont l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Des violences que dénonce le Premier ministre, Jean Castex a appelé au calme ce lundi. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Le Premier ministre cherche aussi à apaiser les tensions et annonce la création d'une instance de dialogue, car la colère monte aussi en Martinique, qui a connu lundi de nombreux blocages après un appel à la... C'est donc sur cette information sur les violences en Guadeloupe que s'achève cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, gardez l'esprit positif, car chaque jour
est une vie.